Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, je suis Maxime Minguet. Vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Et aujourd'hui, nous recevons Evelyne Delia. Bonjour Evelyne Delia. Bonjour. Alors, vous faites évidemment partie des personnalités qu'on ne présente plus. Néanmoins, je vais quand même le faire un tout petit peu. Brièvement, vous avez fait vos débuts à la télévision à la toute fin des années 60, en 68, me semble-t-il. Vous avez été speakerine, animatrice, et surtout depuis 91, vous êtes l'une des figures, sinon la figure des bulletins météo de TF1. Alors, vu de tout ça, de cette longue carrière, ma première question est assez simple. Comment on fait pour durer, avoir une telle longévité dans un métier qui peut être... pudiquement, pour le dire pudiquement, assez intense parfois. Oui, écoutez, en fait, je n'ai pas vu passer le temps qui passe et non pas le temps qui fait, si j'ose dire, c'est vrai. Je pense que ça a été beaucoup de travail déjà, bien évidemment, une remise en question permanente. Et puis aussi peut-être la chance d'être là au bon moment où vous correspondez à la personne dont on a sinon besoin, du moins avec laquelle ça peut aller par rapport à ce que l'on propose. Puisque j'étais speakerine, j'ai fait des émissions de consommation, une émission qui s'appelait La Maison de TF1 aussi, et puis après, justement, depuis 91, au départ de Michel Cardoz, la météo. Donc je pense que c'est aussi un petit bout de chance d'être là au bon moment. Et du coup, après 34 ans de météo, après, je veux dire, tant de bulletins, tant de dépression, d'anticyclone des Açores, de dômes de chaleur, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même peut-être des fois où on se dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude un petit peu de... Non, il n'y a pas de dépression de mon côté, pas du tout. Non, et je dirais même presque au contraire. C'est-à-dire que c'est une passion, d'autant plus que ça fait maintenant 20 ans que j'ai été l'une des premières à parler du changement climatique, du réchauffement climatique, que c'est hélas de plus en plus d'actualité avec les conséquences, et vous le savez très bien, vous aussi, en Bretagne, et notamment par rapport à la mer, par rapport non seulement aux tempêtes, mais aussi à l'érosion que cela provoque. Donc non, parce que c'est une évolution permanente. Il y a le bulletin que l'on voit tous les jours, mais il y a tellement de choses à faire tout autour, c'est-à-dire qu'il y a aussi le problème du changement climatique, réchauffement climatique. Je suis responsable du service météo TF1 LCI, donc il y a aussi l'évolution des bulletins au fil des années, et ça c'est passionnant. Et cette rencontre, non seulement avec les prévisionnistes, les météorologues, mais avec les scientifiques aussi. Et c'est vrai que c'est un métier passionnant de par la télévision, mais aussi par rapport aux gens que l'on rencontre et ce que l'on peut aussi apporter aux téléspectateurs, je l'espère. Alors justement, quand vous avez un bulletin à présenter, c'est quoi votre journée type ? Alors j'imagine qu'il n'y en a pas vraiment, comme dans tous les métiers, mais comment ça s'organise un bulletin ? Et surtout, qu'est-ce que vous faites aussi à côté ? Parce que vous êtes chef de service, vous l'avez dit, il y a quand même quelques obligations en la matière. Souvent. Oui, alors ici, il y a vraiment une journée qui se répète du lundi au jeudi, à savoir... et souvent, les gens ont l'impression peut-être qu'on arrive, qu'on présente un bulletin pendant 2 minutes, et puis voilà. Non. Et en fait, c'est l'intérêt aussi du métier, c'est d'être responsable de son bulletin, que ce soit Louis, Tatiana ou moi, chacun lorsque l'on travaille, de A à Z. C'est-à-dire qu'une journée type, ça commence vers 9h30, 10h, puisqu'à partir de 10h, nous avons les informations de Météo France, les nouvelles qui ont été réactualisées par rapport aux informations de la nuit. Je travaille avec une équipe d'infographistes, 2 infographistes qui, en fonction des cartes de Météo France, traduisent ces cartes dans notre charte à nous. Et ce sont des cartes qui sont faites quasiment à la main. Donc c'est pour que ce soit le plus lisible possible pour les téléspectateurs. Donc il y a quand même pas mal de cartes à préparer que l'on reçoit au fur et à mesure. Donc c'est très chronométré le matin, à partir de 10h, 10h30, briefing, donner les cartes pour les infographistes, valider les cartes. Et puis après, il y a même maquillage, préparation des bulletins, donner son texte à Marie-Sophie Lacaro, le 13h, parfois intervention dans le 13h ou dans des sujets du 13h. Et puis le bulletin en direct, qui est vers 12h, 13h50, 14h. Et l'après-midi, à nouveau, préparation des bulletins du soir, puisqu'il y a bulletins avant, après le journal de TF1, plus des bulletins pour LCI qui sont diffusés à diverses heures le soir et la nuit. Et donc, ça veut dire que l'après-midi, on continue ce travail
puisqu'on a après les autres cartes météo à préparer, puisqu'on va jusqu'à J+7, J6, J7. Donc, c'est quand même un travail, non seulement pour les infographistes, mais aussi pour nous, et pour ensuite, avec toute l'équipe, préparer et enregistrer ces bulletins. Et c'est vrai ce que vous dites en tant que responsable du service météo, il y a aussi... je suis responsable de l'évolution aussi de ces bulletins. On les fait évoluer, bouger. Là, on est en train de travailler sur de nouveaux produits, en association aussi avec Météo France. Et puis, gérer aussi la vie de l'équipe. L'équipe de TF1 avec, on n'a pas cité Ange, mais il y a Ange Noiret qui présente les matinales et qui a aussi beaucoup de travail, parce que là, les bulletins, ils sont quasiment toutes les demi-heures ou toutes les heures. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe en permanence. Alors, vous le disiez, vos bulletins ont évolué depuis 91. Comment vous les compareriez entre celui de 91 et celui de 2025 ? Qu'est-ce qui a changé entre ces deux bulletins ? Tellement de choses. Quand je revois les bulletins de 91, alors d'abord, les cartes, elles étaient beaucoup moins précises. On n'allait pas si loin dans les prévisions, c'est-à-dire que Météo France faisait les prévisions pour le jour, le lendemain, voire le surlendemain, point barre. Alors c'est vrai que quand on va à 6 jours aujourd'hui, c'est plutôt une tendance qu'une prévision. D'ailleurs, on a les indices de confiance qui varient en fonction de ça. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Alors, non seulement la coiffure, parce que c'était à la... mais ça, c'est autre chose. Mais les bulletins étaient quand même assez succincts. Même les cartes, on avait beaucoup moins de villes pour les températures. Mais ce que je dis toujours, c'est ces bulletins ont évolué, mais c'est évolution et par révolution. C'est-à-dire qu'ils ont changé au fil des heures, des jours, petit à petit. Pourquoi ? Parce que les téléspectateurs ont besoin de repères. Et si vous changez, d'abord aussi parce qu'on ne pouvait pas changer complètement, parce que c'est dû aussi aux techniques, à la technologie. Au début, par exemple, les cartes du lendemain, matin et jour, on avait matin et après-midi, on avait la carte du matin, la carte de l'après-midi, mais on ne voyait pas l'évolution, par exemple, d'une perturbation, alors que maintenant, on le voit. Et tout ça, ce sont des techniques progressives qui sont arrivées et aussi de la part de Météo France, avec l'évolution de leurs techniques, avec des images beaucoup plus fiables vues du satellite, avec des radars pluie. Maintenant, on voit la différence entre la pluie et la neige. Donc, au fur et à mesure, pas à pas, les bulletins ont évolué. Alors j'imagine qu'il y a aussi vous l'avez évoqué tout à l'heure, un élément que vous évoquez de plus en plus, le réchauffement climatique. Vous, j'allais dire en tant que la citoyenne, Evelyne Delia, quand est-ce qu'elle a commencé à prendre conscience de ce phénomène-là, et quand est-ce qu'elle s'est dit, voilà, il faut maintenant aussi, en tant que présentatrice météo, essayer de faire œuvre de pédagogie sur ce sujet-là ? Ça fait 20 ans, figurez-vous. En 2005, lors d'un forum international de la météo, des scientifiques sont venus nous faire un exposé. Alors, les scientifiques sont des gens extrêmement prudents. Donc, on ne disait pas le réchauffement climatique est avéré, mais ils nous disaient nous apercevons d'une évolution des températures, non seulement de la courbe des températures, mais aussi de la courbe de ce fameux CO2. Depuis surtout les années industrielles, mais surtout les années 80, où il y a une remontée exponentielle donc il se passe quelque chose, et ça, c'est certainement un changement et un réchauffement climatique. Et à la fin de cette réunion, je suis allée les voir. C'était un congrès qui se passait d'ailleurs à Zagreb. Je suis allée les voir et je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'ai un bulletin tous les jours. Je m'adresse à des millions de téléspectateurs et qu'est-ce que je peux faire ? Mais moi, ce que je veux, c'est pas leur dire, oh là là, attention, ça se réchauffe. C'est nous, qu'est-ce que l'on peut faire, citoyens ? Et on a eu des réunions extraordinaires avec des scientifiques, avec des Jean Jouzel, Hervé Le Treut, des prévisionnistes. Et on a élaboré des phrases très courtes qui sont toujours d'actualité. Donc 10 km à l'heure en moins en voiture, c'est 10% d'économie d'énergie. C'est bon pour la planète, c'était mon petit slogan. Et tous les soirs, et c'est bon pour le porte-monnaie, j'ajoutais. Donc il y avait le côté positif aussi, et ça c'est important. Et au début, on m'a dit, et c'était compliqué pour les téléspectateurs, et ça je le dis, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, de comprendre. À cette époque où on disait le réchauffement climatique, on parlait de 1,5 degré
à la fin du siècle. On en est loin maintenant. Et quand je disais aux téléspectateurs, écoutez, demain, vous aurez 4 degrés de plus qu'aujourd'hui, et que je leur disais à la fin du bulletin, le réchauffement climatique, c'est 1,5 degré en un siècle, on me disait, mais attends, c'est rien. Et ça a été très compliqué de prendre la notion des choses. Parce que finalement, on n'était pas au pied du mur comme actuellement, où l'on voit en Bretagne les conséquences du changement climatique, les problèmes de la mer, le problème des tempêtes, etc. Et donc, ça a été très difficile au début, mais j'ai tenu bon. Et ces petites phrases sont au jour d'aujourd'hui encore tout à fait d'actualité. Il y a un autre épisode qui est revenu récemment dans l'actualité, c'est la fameuse météo fictive que vous aviez présentée en 2014, qui projetait des températures de 2050. Je voulais savoir, quand on vous a donné justement ces fameuses valeurs, ces cartes toutes rouges au final, à l'époque, en 2014, ça a été quoi votre réaction, tout simplement Alors ça, c'était à propos de la COP21 qui allait se passer à Paris, et l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, avait demandé à un présentateur météo de chaque pays du monde entier de faire un bulletin en cas de canicule en été dans son pays. Et donc nous, c'était août 2050 pour l'année 2050. Et quand Météo France, donc c'est Météo France, j'ai travaillé avec eux puisqu'ils font toujours des projections sur l'avenir, et ils m'ont envoyé cette carte avec quelques 43 degrés à Nîmes, 40 degrés à Paris et tout ça. Je les ai appelés, je leur ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte 40 degrés, ce que ça veut dire, même si c'est en temps de canicule? Et on les a dépassés. Les 40 degrés en Bretagne, vous les avez déjà eus. Tout à fait. Oui, hein, oui. Donc, il y a eu... et on a refait d'ailleurs ça a beaucoup marqué d'ailleurs les téléspectateurs. Ça m'avait beaucoup marqué moi aussi d'ailleurs. Et j'ai demandé il y a 2-3 ans à Météo France de refaire ces cartes. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que l'évolution par rapport à la carte qu'ils avaient faite en 2014 pour 2050, l'augmentation des températures était moins importante à l'Est, mais une augmentation importante sur leurs nouvelles tendances sur les régions de l'Ouest et notamment en Bretagne. Est-ce qu'il y a, indépendamment de cet épisode qui a été assez fort puis qui a marqué, qui est revenu dans l'actualité en plus, est-ce que vous vous souvenez d'un bulletin où vous vous êtes dit « Waouh, on vit quand même quelque chose de très étonnant, de très surprenant, voire d'inquiétant en lien justement avec le réchauffement climatique ». Est-ce qu'il y a un événement météo depuis ces 34 dernières années qui vous a heurté, interpellé? Alors, il y a eu un événement météo qui était peut-être, qui anticipait peut-être, qui a été extrêmement violent et qu'on n'avait jamais connu en France. Avant de parler du changement climatique, c'était en 99, les fameuses 2 tempêtes des 26 et 27 décembre 1999. Lothar et Martin. Voilà, que Lothar et Martin qui avaient traversé le nord, puis le sud du pays avec... ça avait dévasté... Alors, presque fort heureusement, parce qu'il y avait quand même eu des victimes, mais c'était passé sur le nord dans la nuit, mais on n'avait jamais connu ça. Et là, il y a quand même eu un déclic de Météo France. Non pas, on ne parlait pas encore de changement de réchauffement climatique, c'est venu très peu de temps après, mais peut-être qu'eux commençaient déjà à en parler. Mais il y a eu l'idée de se dire, on n'a pas la culture du risque en France métropolitaine. Et c'est de ça que sont nées, de ces tempêtes, que sont nées les fameuses cartes de vigilance. J'ai travaillé d'ailleurs avec Météo France, et pour côté média, comment va-t-on les traduire? Et ça a été les premières cartes à propos des vents violents, des fortes pluies. Et puis après 2003, canicule, carte de vigilance canicule. Il y a eu les cartes de vigilance grand froid aussi, on les sort un petit peu moins, de moins en moins d'ailleurs. Bon, et tout ça, et pour moi, ça a été vraiment un souvenir très fort. Comment ça se passe dans une rédaction chargée du suivi de la météo, justement dans une journée comme ça, où on sait qu'on va avoir un événement exceptionnel? Enfin, c'est quoi l'ambiance? Est-ce qu'il y a du monde qui revient? Comment ça s'organise concrètement à ce moment-là? C'est un rôle important aussi que nous avons, nous, présentateurs météo, et le service météo, qui fait partie intégrante d'ailleurs de la rédaction de TF1, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que si Météo France, qui me donne les prévisions pour le lendemain, me dit, ou même le surlendemain, attention, tempête ou épisode méditerranéen, c'est d'anticiper que la rédaction soit informée
pour informer justement soit la rédaction, enfin les journalistes localement qui travaillent avec nous, ou d'envoyer des journalistes de chez nous pour avoir justement des images, anticiper l'événement et prévenir aussi. Et puis souvent, avant un événement, c'est un reportage sur qu'est-ce que font les autorités. Attention, on est en train de saler, méfiez-vous demain sur telle route, etc. Donc c'est de l'information, de l'anticipation, et c'est pour ça qu'on a aussi un rôle très important à la rédaction. Alors vous l'avez dit, vous êtes engagé sur le climat depuis 20 ans maintenant. Est-ce que vous aussi vous êtes confronté à un phénomène que subissent parfois certains influenceurs sur les réseaux sociaux ou certains scientifiques, etc. Est-ce que vous recevez des critiques, par exemple? Est-ce que vous subissez des haters, comme on dit, des gens qui vous envoient des mails éhontés et qui disent vous dites des bêtises ou des mensonges justement? Oui, non, il y a toujours quelques climato-sceptiques qui donnent ah bah oui, bah voyez, finalement il fait froid, donc pourquoi vous nous parlez du réchauffement climatique? Bon, j'ai la chance que ce soit pas vraiment violent ou agressif vis-à-vis de moi, mais bon, je pense que c'est un peu dans la nature humaine, hein. Je pense qu'on ne peut pas y échapper, mais c'est difficile au jour d'aujourd'hui. Autant il y a 20 ans, on pouvait se dire mais attends, de quoi vous parlez, ou je comprends pas. Maintenant, on est quand même au pied du mur, on voit les conséquences du changement climatique. Donc c'est quand même difficile, et puis on voit l'augmentation des températures parce que c'est de l'observation, hein. C'est plus de la prévision, on observe ces températures du 40 degrés en Bretagne, ce qui ne s'était jamais connu. Alors, ce que l'on me dit parfois, ce que disent parfois justement les personnes un peu climato-sceptiques, c'est oui, mais il y a eu des millénaires où l'on a connu des réchauffements climatiques, certes, mais souvent ces réchauffements se faisaient sur de très longues périodes, alors que maintenant, ça se fait sur de très courtes périodes. Et on le voit dans une vie. Donc, c'est là où on s'aperçoit vraiment qu'il y a quelque chose et que c'est difficile. C'est comme si on disait que 2 et 2 ne font plus 4. Pour moi, c'est un peu ça. Et au vu de tout ce que vous venez de dire, de ce réchauffement qui est intense et assez brutal, qu'est-ce que fait, je reconvoque la citoyenne Evelyne Delia, qu'est-ce que fait la citoyenne Evelyne Delia en termes de lutte contre le réchauffement climatique? C'est quoi vos petits gestes, comme on dit, et puis voire vos petits conseils même? C'est les gestes au quotidien. Alors, même vous savez, les petites les poubelles que l'on a, ça fait pas très longtemps, mais moi j'ai toujours essayé de transformer, de faire en sorte d'avoir le moins de déchets possible. Et ça, c'est aussi la façon dont on consomme, mais même de ne pas jeter, de réutiliser. Ça fait partie de ça. C'est des émissions de carbone en moins, effectivement. Voilà, des émissions de carbone en moins, de consommer proche de soi et surtout de saison. Moi, je fais mon marché tous les samedis matins. J'ai la chance d'avoir en plein Paris un maraîcher qui vient vendre ses produits. Donc, ce sont des produits de saison. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est aussi une façon de participer. Et puis, de rouler hybride. Voilà. Petit à petit, on change. Moi, j'ai connu les 30 Glorieuses où on ne parlait pas du tout de ça. On consommait sans se préoccuper de tout cela. Et maintenant, et c'est vrai qu'il faut bouger. Et donner le bon exemple aussi aux jeunes. Mais je pense que les jeunes s'en rendent compte de ça, de plus en plus. Paraît-il, effectivement. Oui. Je vous confirme. Alors, j'ai une toute dernière question. J'imagine que vous me voyez peut-être venir et vous êtes peut-être marre qu'on vous pose cette question-là. Mais jusqu'à quand verra-t-on Evelyne Delia à l'antenne? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de date de départ. Comme je disais, j'ai fait les plannings de janvier 2026. Écoutez, ça dépend évidemment de la direction de TF1 et puis ça dépend aussi des téléspectateurs parce que c'est eux qui jugent finalement. Mais j'ai tellement de joie, de bonheur à continuer ce métier qui est un métier fabuleux. On travaille dans... Alors je dis vraiment du fond du cœur, on travaille dans de tellement bonnes conditions à TF1 où on peut faire vraiment du bon boulot. Et ça, c'est hyper important et ça fait partie de la joie de travailler.
Bon, eh bien, je note qu'on vous verra donc au moins jusqu'à fin janvier, puisque les plannings sont faits. Non, j'espère un peu plus aussi. Merci beaucoup, Evelyne Delia. Avec plaisir.